Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le débat politique. Initialement prévues pour octobre et novembre 2023, les prochaines élections municipales et régionales se tiendront finalement le samedi 2 septembre 2023. Ces élections couplées vont se dérouler dans les 31 régions et 201 communes de Côte d'Ivoire. À cet effet, les principaux partis politiques ont récemment publié la liste provisoire de leurs candidats respectifs. Et à ce jour, dans le cadre des élections régionales, le RHDP propose 31 candidats, le PDCI 27, le FPI 30 et le PPACI 22. En ce qui concerne la conquête des mairies, le PPACI présente 132 têtes de liste sur 201 circonscriptions municipales, le FPI 194, le PDCI 165 et le RHDP 201. Mais ces annonces suscitent des réactions, notamment au sein des partis, qui tentent de contrer les candidatures indépendantes issues de leur rang. Est-ce que ces élections mettent à rude épreuve la discipline au sein des partis politiques? Comment s'est opéré le choix des candidats? Pour en parler, je reçois le docteur Aboua Touré Nontari, député RHDP de la circonscription de San Pedro commune et membre du secrétariat exécutif en charge des relations extérieures et de la communication du RHDP. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir madame. À vos côtés, Monsieur Kwaku Kra, vice-président du FPI, chargé des élections électorales, chargé des questions bien évidemment électorales, candidat à la mairie de Nation et ancien député. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir Madame Fatim. En face de vous, Assalé Tiomoko, député maire de Tia-Salé et candidat indépendant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim. Et Jean-Yves Esso-Essi, sociologue politique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fatim. Je rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez poser vos questions et partager vos observations grâce au code QR qui s'affiche en bas de l'écran. Mais j'aimerais aussi préciser que les 4 principaux partis politiques ont tous été conviés à prendre part à ce débat, mais que le PDCI et le PPACI, après avoir donné un accord de principe, se sont finalement désistés. En prélude à nos échanges, je vous propose de suivre cet élément récapitulatif au sujet des élections et c'est signé Ahmed Traoré. Les prochaines élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h selon la CEI, Commission électorale indépendante. 11 membres du gouvernement seront candidats au régional selon une liste publiée par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir. Cette formation politique déploie la grande artillerie pour espérer obtenir le plus de place possible. Il faudra noter aussi le retour de l'ancien opposant Mabrito Akpeuz dans les rangs du HDP. Le PDCI-RDA n'est pas en reste. Le président Henri Konan Bédié appelle à l'union de tous les cadres autour des candidats retenus par la direction du parti. En revanche, certains candidats déçus de ne pas être choisis pour porter les couleurs du parti veulent se présenter en indépendant. Au PPACI, Parti des peuples africains, des ténors du parti devront pour certains relever des défis. Pour ce parti créé il y a 1 an et demi à peine, ces élections permettront de confirmer ou non son ancrage au niveau local. Outre, le PPACI veut présenter des candidatures communes avec le PDCI-RDA. Le FPI, Front populaire ivoirien, parvient lui aussi à présenter des candidats sur quasiment tout le territoire ivoirien, en incluant aussi quelques candidatures féminines. Le parti de l'ancien Premier ministre Afin Guessan s'est rapproché du RHDP et est en discussion avec cette formation politique, d'où le retrait de ses candidats dans certaines communes. Ces élections permettront de faire l'état des lieux des forces politiques en Côte d'Ivoire avant la présidentielle de 2025. Il s'agira du premier scrutin pour le Parti des peuples africains, PPACI, créé par l'ex-président Laurent Gbagbo peu après son retour à Abidjan en juin 2021. Monsieur Kra, en tant que représentant du FPI, quelles sont les règles qui régissent le choix des candidats au sein de votre parti? Merci Fatim. Vous savez que le Front populaire ivoirien est un vieux parti créé depuis 1990. Il n'a eu de cesse de prendre part à toutes les joutes électorales, sauf après 2011 avec la grave crise qu'a traversé la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas pu, quand je dis nous, le Front populaire ivoirien, participer aux élections de 2011 et 2013.
Mais passé ces 2 moments, avec le président Pascal Affi-N'Guessan, nous sommes allés à toutes les élections. Alors, notre parti est bien organisé. Nous avons un statut et règlement intérieur et notre statut consacre un code électoral interne. Et ce code électoral interne repose sur nos structures. Nous avons des structures transversales, nous avons des structures verticales, du sommet jusqu'à la base, et nous activons en tout cas toutes ces structures. Nous faisons un appel à candidature et nos textes indiquent très bien qu'un an avant les joutes électorales, nous devons connaître de nos candidats. Nous avons commencé le choix de nos candidats depuis février 2022. Et nous avons mis en branle nos différentes structures. Nous avons un comité électoral national qui est présidé par moi-même, vice-président chargé des questions électorales, et des comités électoraux régionaux qui sont présidés par 31 vice-présidents de région. C'est eux donc qui mettent en application, qui mettent en œuvre l'appel à candidature, qui recueille dans un premier plan les candidatures, qui les traite, qui les trie et qui fait un rapport circonstancié à la vice-présidence chargée des questions électorales, qui est le comité national, qui soumet en tout cas ses décisions ou ses observations, ses analyses à l'attention du secrétariat exécutif présidé par le président. Alors, chez nous, il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu de bruit parce que nous pensons que nous sommes mis dans le temps. Nous avons sollicité l'apport de tout le monde. Et chez nous, le principe, c'est le consensus. Le consensus, parce qu'il y a ce qu'on appelle la primaire. Mais on est prudent vis-à-vis de la primaire. Parce que la primaire, si ça donne des résultats objectifs, mais ça contrarie l'électorat parfois. On reviendra plus en détail sur cette question des primaires. Mais déjà, de manière générale, et je vous pose aussi la question, docteur Aboua, comment finalement, quels sont les critères de sélection des candidats au sein du RHDP? Comment avez-vous fait vos choix? Alors, merci Fatim, déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de vous présenter et également à l'ensemble de la population, le mode de désignation des candidats au sein du RHDP. Au sein du RHDP, nous avons 2 modes de désignation. Pour ce qui concerne les candidats au régional et puis également pour ce qui concerne les candidats au municipal. Pour les candidats au régional, c'est le président du parti, le président Alassane Ouattara lui-même, qui a procédé à la désignation des 31 candidats pour les élections régionales, sur la base, bien entendu, de la vision qu'il entend mettre en œuvre. Pour ce qui concerne les candidats au municipal, il y a des comités d'arbitrage qui ont été mis en place sur l'ensemble du territoire, donc dans l'ensemble des départements. Donc ce comité d'arbitrage a la même configuration et il est composé de 2 entités. Il est composé des élus de la région. Il est également composé des secrétaires départementaux qui sont ceux-là même qui animent la vie politique du parti en lien avec la base. Donc, à partir du moment où ce comité d'arbitrage il est mis en place, donc les candidatures sont réceptionnées, donc sont enregistrées, et ce comité d'arbitrage procède à l'examen de ces candidatures. Et également, ce comité d'arbitrage procède également à une procédure qui permet d'entendre les différents candidats. Donc, une fois que ces candidats sont entendus, bien entendu, il y a également des critères qui vont prévaloir. Certains de ces critères sont, premièrement, l'implication dans la vie du parti. Ça, c'est important. L'ancrage également avec la base du parti, ça également, c'est important. Également pour les candidats qui sont candidats à leur propre succession également. Le bilan des 5 dernières années également est pris en compte. Et ce sont tous ces éléments qui permettent à ce comité de candidature de siéger et de désigner un candidat, celui qu'on estime être le mieux pour pouvoir aller conquérir les municipales. Alors, à ce niveau, ce qui se passe, c'est que lorsque nous arrivons à un consensus, donc le candidat désigné et son dossier transmis au niveau du secrétariat exécutif, mais dès que nous n'avons pas pu obtenir un consensus, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des dossiers sont transmis
au secrétariat exécutif, qui à son tour va l'acheminer au niveau du directoire. À ce niveau-là également, les conciliabules vont se poursuivre au niveau du directoire qui va siéger. Et suite à toutes ces étapes, donc, les candidats désignés seront retenus. Et bien entendu, on demandera à tous ceux qui n'ont pas été retenus de se plier au résultat et donc de mettre tout en œuvre pour pouvoir soutenir le candidat qui est désigné pour la victoire du RHDP. Monsieur Crane nous disait à l'instant que ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont en train de chercher leurs différents candidats. Qu'en est-il pour les RHDP? Depuis quand, finalement, avez-vous évoqué ces élections au sein de votre parti? Alors, j'ai envie de dire déjà que notre processus a commencé depuis le mois de décembre 2022. Au mois de décembre 2022, il avait déjà été demandé à tous ceux qui voulaient faire acte de candidature de pouvoir exprimer ces candidatures. Donc au mois de décembre, les candidatures ont été exprimées au plan local, aussi bien pour les municipales que pour les régionales. Mais ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est qu'au niveau des régionales, le président du parti a fait valoir son pouvoir discrétionnaire. Mais au niveau des municipales, le comité d'arbitrage s'est mis en marche et puis le travail a été fait. On a bien compris. Monsieur Owesso aussi. Alors, effectivement, ce n'est pas le parti politique qui vous a fait venir sur le plateau, mais vous êtes très proche du PDCI et je pense que vous connaissez très bien ce parti. Pourriez-vous nous expliquer là aussi quel a été le mode opératoire pour choisir les différents candidats qui sont apparus sur la liste? Alors, merci déjà de nous inviter sur le plateau. Le PDCI est un parti bientôt octogénaire qui a une structure, très démocratique. Nous avons, au départ, nous proposons à toute personne qui veut se présenter de déposer un dossier de candidature. Donc ça s'appelle la candidature à la candidature. Ensuite, les candidatures sont analysées par un comité de suivi des élections. À l'intérieur de ce comité, il y a plusieurs personnes qui sont de la base au sommet, pour toutes les élections en tout cas qui ne sont pas présidentielles, les élections d'État, les élections locales, législatives, etc. Nous avons ce fonctionnement-là qui prévaut. Tout le monde dépose son dossier. Une fois que les candidatures sont analysées, le président du parti a un pouvoir discrétionnaire. Nous avons un comité de médiation qui intervient lorsque des indépendants ou alors lorsque des personnes qui ont déposé leur dossier ne sont pas choisies. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de primaires, c'est vrai que nous avons des statuts et des règlements intérieurs, et dans nos statuts, nous avons un article qui est très clair à ce niveau, qui dit, l'article 95, qui dit que lorsqu'il n'y a pas de consensus, on doit procéder à des primaires. Maintenant, dans ce qu'on appelle le consensus, on peut y mettre beaucoup de choses. À l'intérieur d'un consensus, il y a du lobbying interne que chaque candidat peut faire. Le combat, la démocratie se fait au niveau du travail que le candidat fait pour être choisi. Il faut qu'il présente les arguments les plus convaincants pour être choisi. En général, c'est comme ça. Après, on développera... Alors, je précise que c'est le sociologue politique que nous avons invité, mais connaissant votre proximité, je me permets de vous questionner parfois avec précision. Monsieur Alassane Thiomoko, alors, vous n'avez pas besoin de conciliabule pour être candidat, on l'aura compris, en tant qu'indépendant. Justement, à quel moment décidez-vous d'être candidat? Est-ce que c'est dès la victoire de la précédente élection que vous y avez songé ou ce sont les circonstances actuelles qui vous motivent à être candidat? Le cheminement d'un candidat indépendant est totalement différent de ce qui se passe dans les partis politiques, où il y a parfois des décisions d'autorité qui créent des frustrations, qui poussent certains à aller se battre seuls parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés par leur parti. Et donc ça crée deux types d'indépendants. Il y a les indépendants qui sont apparentés, qui sont le résultat d'une frustration personnelle. Et donc ils ont confiance en leur capacité à battre le candidat officiellement désigné. Et donc par conséquent, ils se présentent. Et puis il y a des gens qui ont des valeurs personnelles, qui ont un amour de la liberté, qui ont un amour de l'indépendance d'esprit,
et qui disent que, tels que les partis politiques classiques fonctionnent, ce sont des machines extrêmement lourdes qui ne laissent pas toujours place à la démocratie et par conséquent, on n'a pas à aller s'embourber là-bas. Et donc, on fait son chemin tout seul. Et donc, voilà ce qui nous détermine à aller en indépendant. Et donc, quand on allait une fois qu'on n'a pas gagné et qu'après on a gagné, et bien par conséquent, on construit un environnement qui nous appartient à nous-mêmes, dans lequel nous exprimons notre leadership. Chez nous, ce qui compte en tant qu'indépendant, c'est le leadership qu'on déplace le terrain, qui n'a strictement rien à voir avec les machines des partis politiques. Et donc, nous pensons que de plus en plus d'Ivoiriens, voyant ce que nous sommes en train de faire, vont pouvoir s'engager aussi dans ce domaine-là. Mais justement, notre pays, enfin, il y a quand même pléthore de partis politiques, je crois une centaine, hein, si mes chiffres sont bons. Pourquoi décide-t-on d'entrer en politique et d'aller à des élections sans appartenir à un parti politique? C'est l'offre qui ne vous convient pas? Oui, non seulement l'offre ne convient pas, mais il y a aussi la manière de faire la politique qui ne convient pas. Nous sommes pratiquement plus de 60 ans après l'indépendance, en train de faire la politique comme on le faisait en 1960. Il n'y a aucune volonté de transformation de l'environnement politique, il n'y a aucune volonté de projection dans l'avenir, c'est l'immobilisme qui est enseigné au quotidien, et donc des gens comme nous ne peuvent pas perdre leur temps dans cet immobilisme-là. Et donc nous pensons que là où il faut libérer des énergies, il faut qu'il y ait des indépendants qui prennent la parole, qui agissent, qui vont sur le terrain, et qui n'ont pas d'ordre à recevoir. Et par conséquent, ils sont élus pour un peuple au service duquel ils sont. Et donc je pense que c'est cette dynamique-là qu'on doit créer, et que les partis politiques doivent s'adapter et se moderniser. Parce que quand on regarde comment ça fonctionne, franchement, à nous autres, ça ne donne aucune envie d'aller dans un parti politique. On a compris. Sur des élections locales, donc à ce titre, hein, on s'attend à un ancrage du candidat. Vous en parliez au niveau du RHDP dans les critères de sélection. On s'attend donc à une proximité. Mais est-ce toujours le cas où certains sont clairement parachutés? Dans notre cas, c'est rare le parachutage. Parce que nos candidats sont issus de notre plan d'encadrement de proximité. Je vous parlais tantôt des vice-présidents d'une région. Et la plupart de ceux qui sont nos candidats sont ces vice-présidents. C'est comme nous les préparons à être des candidats. Et ils ont une équipe. Donc c'est lorsque eux, ils pensent qu'ils n'ont pas la qualité requise et qu'ils veulent faire la passe à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, dans leur sérail, ils y vont. Mais c'est fondé toujours sur les idées, parce que c'est un projet que nous voulons mutualiser avec un programme pour une circonscription donnée. Et c'est pour cela que la question des partis politiques est importante. C'est vrai d'aller en solitaire comme un indépendant, mais très généralement, vous allez voir que vous êtes seul à avoir la pratique. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes, les attitudes, c'est des choses qui se construisent à l'image des autres continents, à l'image des autres pays, mais à la pratique du terrain. Vous pensez aussi que cette proximité garantit une victoire? Ou des fois, il vaut mieux prendre quelqu'un qui est peut-être plus éloigné de cette base ou sur le plan stratégique? Alors moi, j'ai un problème avec le terme parachutage. Oui. Parce que ça dépend de ce qu'on met dans le mot parachutage. Si on prend une commune lambda et qu'un candidat potentiel n'est arrivé qu'il y a 2 ans, il faudrait savoir que le candidat qui veut se faire élire doit à la fois convaincre sa base, mais également convaincre des sympathisants et des gens qui sont non militants. Si en 2 ans, cette personne a pu rayonner dans la région dans laquelle il est, enfin dans la circonscription dans laquelle il est, cette personne est tout à fait capable de rapporter la victoire pour son camp. Donc il y a toujours ce petit conflit entre celui qui a été parachuté il y a 2 ans et celui qui est... Le natif, en fait. Relatif, qui est là-bas depuis 5-6 ans, qui a fait ses preuves. Oui, effectivement, cette personne a fait ses preuves avec l'appareil politique de sa famille politique. Mais il y a des gens, il y a beaucoup d'exemples qui arrivent en 2 ans, mettent tout le monde d'accord. Et sa famille politique, et même certains sympathisants qui sont pas de leur bord politique.
Donc il faudrait bien analyser les personnes qui sont parachutées. Il y en a qui sont vraiment très efficaces. Alors j'ai déjà une première question d'Ebro M de Côte d'Ivoire. La résurgence des dissidents n'est rien d'autre que la preuve d'une indiscipline notoire, mais aussi d'une inconstance des partis politiques. Comment comprendre qu'un parti puisse accepter de réintégrer un dissident vainqueur qui a tordu le cou au règlement du parti? Quelqu'un veut réagir sur ce constat? Donc, moi, je peux réagir dessus parce que c'est un débat récurrent. Là où vous voyez les déclarations qui sont faites, parfois même qui sont péremptoires, sentencielles, même on menace entre guillemets des fonctionnaires dans des ministères de perdre leur poste si jamais, je vais terminer, si jamais ils s'opposaient à un candidat du parti au pouvoir, mais si ce fonctionnaire s'entête et qu'il arrive à gagner l'élection, vous allez voir que 2 ou 3 semaines plus tard, on va l'accueillir les bras ouverts. Donc pourquoi cette hypocrisie? Alors qu'on sait très bien qu'in fine, on va récupérer la personne. Donc les partis politiques eux-mêmes ne créent pas une dynamique dans laquelle on peut concevoir qu'ils sont conséquents avec ce qu'ils font. Soit on interdit complètement la transhumance, soit on interdit complètement le fait que des candidats venant des partis politiques aillent un indépendant et par conséquent on légifère là-dessus. Soit on ne légifère pas et donc on se tait et les gens, chacun va sur le terrain, après on les récupère. Mais dit non, si vous partez on vous sanctionne, mais quand on gagne on revient. Bien, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce Ça s'adresse directement à vous. On va commencer avec les cas du RHDP. Voilà. Alors, vous allez déjà nous les confirmer ou nous infirmer. On a déjà, à Danané, on apprend que la sous-préfète de Mahapleu, Suzanne B, a été relevée de ses fonctions pour, dit-on, des manquements graves dans l'exercice de sa mission de représentation de l'exécutif en soutenant une candidate indépendante. Je rappelle que le candidat de cette région, c'est Mabry-Touakeuse pour le RHDP. Déjà, est-ce vrai ? On a 2 cas. Et après, on va prendre le cas du directeur des affaires financières dans un ministère, M. Tambla Vagbama, qui envisageait d'être candidat indépendant à la mairie de Makono, dans le Béret. Et il aurait été aussi limogé. Déjà, est-ce vrai à chaque fois? Alors, déjà, j'aimerais, avant de répondre à cette question, rebondir sur le problème d'ancrage par rapport à la base que vous aviez énoncée tout à l'heure. Au niveau du RHDP, nous, on part simplement d'un constat. Nous estimons que quelqu'un qui part à une candidature pour une élection, il part déjà avec 70% de ce qu'il est, de ce qu'il dégage comme aura au plan personnel. Et on a après 30% de la base, parce que la base ne suit pas toujours comme des moutons. Il y a également cet élément à prendre en compte. Pour ce qui nous concerne, on part d'un principe également qui est celui de savoir est-ce que c'est légal ou c'est illégal. Après, je n'aime pas beaucoup le thème de parachutage parce que pour nous, on part à une élection. Et quand on part à une compétition, parce qu'une élection, c'est une compétition, lorsqu'on part à une compétition, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Et si à notre niveau, nous estimons qu'un candidat est j'ai envie de dire, est bon pour nous, pour pouvoir remporter le siège dans telle ou telle zone du territoire, nous l'y emmenons purement et simplement. Donc à partir du moment pour nous, ce n'est pas quelque chose d'illégal, il n'y a rien à dire à ce niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la base, ce sont des hommes qui ont un cerveau et qui réfléchissent. Et donc, ils ne suivent pas toujours, entre guillemets, les mots d'ordre. Parce que je sais très bien que tout le monde pense au cas de Yopougon. Alors, je voudrais très, en 2 secondes le dire. Pour le cas de Yopougon, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, il y a la base, mais n'oubliez pas que le candidat que le RHDP a proposé à Yopougon, il a d'abord été directeur exécutif du parti. Donc, au plan national, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le parti, dans toutes les bases. Donc, quel que soit l'endroit où... Vous parlez de M. Bictogo? Oui. D'accord. Quand on parle de parachutage, je sais très bien que tout le monde pense à ce cas de figure. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le soin de mentionner ce cas. Après, je reviens sur votre question. Pour ce qui nous concerne, pour l'instant, moi, en tout cas, je n'ai pas eu vent de l'information que vous venez de... Alors, ça circule dans les médias, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est depuis quand je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu du tout. C'est vrai que j'étais sur le terrain, je suis rentrée... Les 2 cas dont je parle... Le deuxième cas, j'en ai entendu parler. Je parle du premier que vous avez mentionné. La sous-préfète. Vous n'êtes pas informé? Voilà, non, je n'ai pas du tout cette information. D'accord. Après, ce que moi, je voudrais dire, c'est que j'aimerais bien que quelqu'un, s'il y a un sachant ici, me confirme que c'est bien parce que quelqu'un a exprimé une candidature indépendante qu'il a été relevé de ses fonctions. À partir du moment où, il y a à peine quelques semaines, je crois que l'administration a été réorganisée et des DAF
ont été redirigés dans les différentes administrations du pays. À partir de ce moment, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager l'hypothèse selon laquelle c'est peut-être quelqu'un qui a manqué à un devoir au plan professionnel. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu... Vous voulez dire que c'est une sanction peut-être administrative et non politique. Alors, pour vous répondre très clairement, puisque avant de poser ces questions aux invités, généralement, je cherche les réponses sur les personnes concernées. En ce qui concerne le cas de la sous-préfète, il m'a été indiqué, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a limogé, il m'a été indiqué que c'est le droit de réserve qui s'impose à tous ceux qui sont dans la fonction publique et qu'elle n'avait pas à aller soutenir un candidat avec ce statut professionnel, j'ai envie de dire que de sa Mais maintenant, de le sa cas du position, DAF, je n'ai pas plus de précisions, donc j'attendais à ce que vous nous en donniez. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas sûr que cet individu a été limogé parce qu'il a décidé bien sûr, d'être indépendant. Je n'ai pas encore vu de décision de limogeage qui indique clairement les raisons pour lesquelles il a été limogé. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un a des informations à ce sujet, je pense que la personne... Mais quand on prend les propos clairs, mais vraiment, il n'y a pas plus clair que ça. Les propos à la fois de M. Cissé Bakongo et de Mamadou Touré. Cissé Bakongo, ce sont des verbatims, je les cite, a dit « Aucune candidature indépendante ne sera tolérée. Tous les militants RHDP qui iront à ces élections en tant qu'indépendants, malgré les consignes du parti, seront considérés comme des adversaires politiques au même titre que le PDCI et le PPACI. Mamadou Touré a dit clairement, là aussi récemment, « Nous n'accepterons pas que des personnalités issues du RHDP partent en indépendant contre les candidats du parti et continuent d'être dans l'administration. » On est en plein dedans. Oui, on est en plein dedans, d'accord. Ça, ce sont des propos qui les engagent. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que le problème de base qui se pose, pour moi, même le thème même de candidature indépendante n'est pas bien indiqué. Pourquoi je le dis? Parce qu'un candidat qui est indépendant, c'est un candidat comme M. Assali Tieboko, qui n'a aucun ancrage avec un parti politique, qui n'est inféodé à aucun parti politique. Donc, qui utilise ses propres ressources humaines, ses propres ressources en termes de base électorale pour bâtir une campagne. Ça, c'est un candidat indépendant. Mais pour ce qui concerne tous les cas de candidature indépendants dont nous entendons parler, moi, je les appellerais plutôt des candidatures de rupture. J'ai même envie de dire que ce sont des candidatures de rupture provisoires, puisque, bien entendu, après, ils vont monnayer leur victoire lorsqu'ils gagnent au sein des partis politiques. Mais j'ai envie de dire ceci. Au niveau des candidats, au niveau du RHDP, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du RHDP, nous ne tolérerons plus, et ça a été dit, nous ne tolérerons plus ces candidatures indépendantes. La haute direction du parti l'a indiqué. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, comme je l'ai dit, à contrario par rapport à la définition que j'ai eu à faire tout à l'heure de ce qu'on appelle un indépendant. Ce sont des personnes qui utilisent les ressources du parti. Ce sont des personnes qui utilisent les bases documentaires du parti. Ce sont des personnes qui vont même jusqu'à utiliser les noms des cadres du parti. Parfois même, il y en a même qui ont l'outrecuidance d'utiliser le nom du président du parti pour faire campagne dans la base du parti. À partir de ce moment, on estime que le mot d'ordre a été très clair. Plus jamais nous ne tolérerons ces choses. C'était bien entendu au nom de la cohésion qu'après, on se disait, OK, on les reprend, mais par derrière, on leur demande de ne plus s'engager dans une telle voie. Mais nous nous rendons compte que ce sont, j'ai envie de dire, ce sont des choses, j'ai envie de dire que cette tolérance encourage de plus en plus des personnes à sortir en indépendant. Et donc nous avons décidé, cette fois-ci, que ce sont des choses que nous n'allons plus tolérer. Donc si quelqu'un part en indépendant et qui gagne, il va garder sa victoire pour lui seul. Il y aura certainement le monnaie ailleurs, mais pour il y a un mot dessus. Oui. Je pense qu'on va aider, nos amis du RHDP par rapport aux indépendants qui désormais... Ils ne sont pas les seuls, mais on va citer les autres exemples. Maintenant, ils sont très fermes là-dessus. Je pense qu'on va les aider en les appelant à soutenir une proposition de loi que j'ai déposée sur le bureau du Parlement et qui interdit justement cette pratique-là. Que quelqu'un aille en indépendant dans le cadre de ce qui n'a pas été choisi par un parti politique, lorsqu'il gagne, il revient, un test de loi, proposition de loi est sur le bureau du Parlement, que le RHDP me soutienne pour que nous légiférions sur la question. Et en 2028, il n'y aura aucun indépendant qui va sortir des partis politiques pour aller se présenter parce que la loi interdira qu'il revienne après sa victoire.
Cette question peut être réglée de cette façon. Donc, c'est un message, un appel que je lance. Nous sommes déjà inscrits dans cette voie. Donc, soutenez-moi. Voilà. Deuxième chose, sur la question de la préfète qui a été suspendue. C'est une information qui est avérée, qui est officielle. Elle a été suspendue parce qu'on lui a reproché d'être allé prendre la parole pour une candidate indépendante qui affronte d'autres candidats dans la zone là-bas. Les membres du corps préfectoral sont astreints à une obligation de discrétion et de réserve. Et pour toute information qu'ils apprendraient dans le cadre de leurs fonctions, ils sont dans l'obligation de ne pas la divulguer. La sanction, c'est effectivement la suspension de ces fonctions. La problématique qu'on pose, c'est de savoir... Donc c'est administratif, pas politique. C'est administratif, pas politique. D'accord. La question qu'on pose, c'est de savoir si la même chose se répète et que c'est un sous-préfet ou bien un préfet qui soutient un candidat proche du pouvoir, est-ce que la même sanction va tomber? C'est la question qu'on pose. Oui, c'est comme toi. Voilà. Je pense que la dame du RHDP a été claire dans son intervention, puisqu'elle a donné les réponses même aux questions initiales qu'elle se posait. Vous vous posiez la question de savoir si c'était bien parce que l'indépendant s'était signalé, enfin le membre du RHDP s'était signalé en indépendant. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été licencié? À la fin de votre propos, vous dites que vous ne tolérez pas de candidature indépendante au sein de votre parti. Donc je pense que vous avez donné la réponse. Et vous savez, depuis les années 2000, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir des informations, puisque tout nous vient dans nos téléphones portables. Et effectivement, M. Bakongo a été clair dessus. D'ailleurs, j'ai apprécié sa fermeté, parce qu'il ne s'est pas caché. Il a dit, on ne peut pas avoir dans son service un DAF ou bien quelqu'un qui travaille dans son service, qui est indépendant, pendant que son patron se présente. Quand c'est comme ça, il faut le licencier. Ça a été clair. Non, il n'a pas dit en ces termes. Ne lui prêtez pas des mots. Il n'a pas dit, quand c'est comme ça, il faut le licencier. Il n'a pas dit en ces termes. Bien sûr, je caricature. Voilà. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Donc ça a été clair. Et d'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit à la fin, on ne tolérera plus de candidature indépendante au sein de notre parti. Mais vous savez, c'est clair. Quand on a un parti au pouvoir, mais on a les moyens de sanctionner. Et donc, moi, je les comprends. C'est tout à fait inadmissible qu'on ait des indépendants dans son parti. Il faut être ferme. Je suis d'accord avec ça. Le PDCI, par exemple, ou d'autres partis qui sont dans l'opposition, ne peuvent pas avoir cette fermeté. Ils ne peuvent pas. Comment voulez-vous qu'ils sanctionnent un indépendant qui part? Vous allez lui retirer quoi? Puisqu'il n'est pas au travail grâce à vous. En général, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont leurs moyens comme ils peuvent. La seule chose que moi je dis aux indépendants, si jamais vous partez en indépendant, gagnez. Parce que si vous gagnez, vous allez revenir en triomphe. Parce qu'un parti d'opposition cherche toujours un siège, soit à l'Assemblée, soit au municipal. On ne peut pas rejeter un siège quand on est dans l'opposition. Mais par contre, si vous perdez, mais c'est clair qu'il faut sanctionner au maximum. Mais on n'a pas les moyens coercitifs du parti. En fait, je ne voulais pas qu'on on va pas s'apaisantir. Voilà, parce qu'on a toute une seconde partie. C'est cette question qui nous a déstabilisés clairement. On va relever mais ce n'était pas le lieu. Allez-y. La question des indépendants, ça fait appel à ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, parce que l'indiscipline fait partie des valeurs. Les contre-valeurs. Il faut discipliner les partis politiques. Et nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie a ses exigences et a ses règles. Parce que si toutes les règles de la démocratie sont effectivement appliquées, je pense qu'on ferait l'économie de certaines déviations. Celui qui veut candidater, c'est de droit, mais il y a des conditions. Et il faut éviter l'amalgame entre l'administration et les partis politiques. De sorte que progressivement, on politise les administrations. Est-ce que si je suis DAF, nécessairement, je dois avoir l'étiquette d'un parti politique? Et je crois qu'en 2000, on était vraiment avancé par rapport à la loi. Moi, c'est la Constitution qui, un tant soit peu, essayait de rendre autonome l'administration. Mais dès l'instant où le chef de l'État lui-même il est président d'un parti politique, c'est vrai, on est partenaire, mais nous, ce n'est pas notre idéal. C'est de faire en sorte que le chef de l'État, lorsqu'il est chef de l'État, il le soit pour tout le monde. Et il soit à équidistance de tout le monde.
et que d'autres assurent la fonction de chef de l'État. Mais aussi président d'un parti. Comment? Oui, bien sûr. Il est Mais dès le président de tous les Ivoiriens, mais président d'un parti. La République qui nomme aux emplois supérieurs est président d'un parti politique, il peut y avoir de confusion de rôle. Et c'est pour cela qu'il faut éviter donc qu'il y ait la dictature des partis politiques dans le champ politique. Mais on va en parler tout à l'heure de l'aspect démocratique au sein de vos partis. Je vais vous laisser la parole, M. Kra, parce qu'effectivement, ces élections donnent aussi lieu à des alliances. Et vous parlez, vous, de partenariat avec le RHDP. Déjà, quel en est le contenu de ce partenariat? Le partenariat, je peux dire que nous l'avons scellé depuis le 2 mai avec le RHDP et la volonté de nos deux présidents, son Excellence le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Le partenariat porte sur trois points essentiels. Sur la construction de la réconciliation, sur la construction de la cohésion sociale et la construction de la démocratie. Parce qu'on estime qu'il y a eu du chemin. Mais en l'état actuel, l'atmosphère où la paix est précaire, où il faut donc se souder pour faire avancer la cause de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Ça a été fait en 1960, lorsque le président Houphouët allait assumer la mission de gouverner la Côte d'Ivoire. Il a discuté avec les autres partis politiques et c'est d'où est parti l'emblème. Quand vous voyez le palmier et l'éléphant de la Côte d'Ivoire, les progressistes et comment on appelle cela, les capitalistes se sont mis ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu la parenthèse de 1960 jusqu'à 1993. Mais après, vous avez vu comment les choses se sont dessinées. Donc après 2020, l'expérience de 2020, oui. Le Front populaire ivoirien a fait sa revue de conscience, a fait sa mue et a estimé qu'il faut être aux côtés du RHDP pour construire la nouvelle paix, la perspective. Alors, vous donnez des raisons très nobles, hein, la paix, la réconciliation nationale, et c'est vrai que c'est dans cette dynamique que le pays est censé se trouver. Mais on a l'impression qu'il y va de la survie de votre parti. Ce partenariat semble plus nécessaire au FPI qu'au RHDP. Vous allez nous dire pourquoi aussi vous avez accepté, après avoir été vilipendé par ce même parti en 2020. Qu'on comprenne en fait, en termes de lisibilité. Non, en termes de lisibilité, qu'est-ce que vous dites à vos potentiels, à vos militants et potentiels électeurs? La veille, ce sont des adversaires, des ennemis. Aujourd'hui, ce sont des amis, des compagnons de route politiques. La vie humaine est faite de contradictions. La vie humaine est faite de polarisation. Mais une fois que vous avez fait les contradictions et que vous avez fait les polarisations, il y a un moment pour s'asseoir et pour s'entendre. Vous regrettez? Oui, mais pour regretter, parce qu'il faut regretter ce qui est mauvais et améliorer ce qui est bon. Vous voyez? Donc le parcours du Front populaire ivoirien, depuis 1990 jusqu'à l'épisode de 2020, on ne peut que regretter un certain nombre de choses et voir en d'autres choses qui sont bonnes qu'il faut améliorer. Mais vous convenez avec nous que quand vous parlez de la croisée des chemins, c'est le mot que tu as utilisé. Non, si on devrait être à la croisée des chemins, c'était depuis 2011. Vous savez qu'en 2011, on était esselés. On était par terre. Et en 2013, quand le président Affi N'Guessan sortait de prison, c'était un parti à terre. Il y a les farouches militants qui sont décédés, morts. Il y a les cadres qui sont en exil. Les cadres sont... certains sont en prison, d'autres sont en cavale. Et 2015, il fallait donc opter pour la participation. Et cette participation a quelque chose de symbolique, c'est de faire retourner le parti sur le terrain. Certains n'ont pas compris cet enjeu de faire retourner le parti sur le terrain. Et nous avons retourné le parti sur le terrain à Kong, à DBT, à Tengrela, à Man, à Bandoukou, Nassian, partout.
et 2016, après le parti, avec le candidat Afin N'Guessan qui a mobilisé près de 300 000 voix, comprenez, 300 000 voix en 1980. Non, 2016, vous disiez. 2015. 15, pardon. On part aux élections. Il fallait redéployer les cadres. Le parti se déploie avec le président. Les cadres se redéploient en 2016. En 2018, on continue le redéploiement. 2021, on continue le redéploiement. Maintenant, on fait le point. Et on a vu que, effectivement, le FPI est un parti fort. Parce que malgré tout, nous résistons. Vous avez vu les différentes mobilisations que nous avons eues. Abidjan, Azopé. On va y revenir à cette campagne qui ne dit pas son nom. Pour dire que ce n'est pas la croisée des chemins. Mais je le dis parce que dans cet accord... Un partenariat a toujours visé des objectifs et ce sont des objectifs que je viens de t'indiquer. Est-ce que c'est vrai ou faux que le problème de Côte d'Ivoire, là, il nous faut nous mettre ensemble pour soigner notre nation? Même si ceux qui sont au pouvoir ont fait quelque chose de bien. Ok, je comprends. Je parle de ça puisque ça va impacter le choix des candidats sur la liste définitive. On a eu un exemple hier avec Siaka Sangaré de votre parti qui s'est retiré en faveur d'Éric Taba à Cocody. Donc forcément, cet accord va impacter le choix des candidats. Pourquoi, et après je vous donne la parole, le RHDP a accepté ces partenariats? Puisque vous êtes présent sur toute l'étendue du territoire, est-ce que vous avez vraiment besoin du FPI? Bien sûr. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le RHDP a été bâti sur la base du rassemblement. Donc, le RHDP aspire à rassembler l'ensemble des Ivoiriens. À partir de ce moment, on sait également que les jeux politiques se font et se défont. Mais là où nous avons des visées, ou bien j'ai envie même de vous dire, là où nous estimons qu'il y a une possibilité de discuter avec des partenaires, moi je les appelle des partenaires, pour pouvoir rassembler davantage les Ivoiriens autour d'une idéologie, celle du RHDP, nous le faisons. À partir de ce moment, nous avons conclu cette alliance avec le FPI, mais l'idée derrière, c'est que nous puissions avancer ensemble pour construire le pays. Donc, ça ne nous dérange guère de nous ouvrir en fait à l'extérieur. Mais concrètement, vous êtes prêt à laisser des membres du parti, enfin l'ancien parti d'opposition, le FPI, être en avant? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Afin N'Guessan sera le candidat de votre partenariat? Est-ce que vous allez... Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous avons des critères. Après, derrière, il y a le fondement selon lequel les candidatures sont exprimées par les personnes qui ont envie de partir, qui ont envie de se présenter à une élection. Donc, à partir du moment où nous avons des candidats qui sont des rangs du FPI, qui expriment une candidature, elle sera analysée et à la suite de cela, je pense bien qu'un choix pourra être fait. À partir du moment où nous allons en partenariat, bien entendu, il faut faire la place aux autres qui arrivent également. Mais monsieur, est-ce que vous comprenez, parce qu'en préparant l'émission, monsieur Kram le disait, c'est vrai que tout le monde focalise sur ce partenariat, comme il s'appelle, et on oublie des alliances aussi qui, de prime abord, sur le papier, sur le plan purement idéologique, semblent de contre-nature. Là, on a quand même un parti marxiste et libéral. Là, on a le PDCI, le PPACI et peut-être aussi le MGC. Pourquoi, finalement, les gens sont plus indulgents avec cette alliance, ou en tout cas, ça fait moins réagir? Comment l'expliquez-vous? Alors qu'elle est aussi, de prime abord... C'est des alliances de circonstances encore, on a l'impression. Non, mais simplement parce que il y a quand même, après tout ce qu'on s'est dit sur le plateau, il y a quand même un symbolisme politique à montrer aux militants de son appareil politique. Il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui sont morts. Il parlait tout à l'heure des doyens du FPI qui ont été enterrés et qui ont combattu dans la lutte. Mais ces gens-là vont se retourner dans leur tombe. Il y a quand même un symbolisme politique important. L'image que moi je vois, c'est que nous avions deux camps qui se battaient à l'époque, de 2000 à 2010. Et maintenant, ces deux camps se réunissent. Alors, c'est vrai que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, etc., etc. Mais il y a quand même un symbole à montrer aux Ivoiriens. Alors, vous parlez de l'alliance PDCI, PPACI, qui d'ailleurs n'est pas écrite. Voilà, ça c'est le partenariat RHDP-FPI, il est clair. Il est notifié, c'est un partenariat.
Voilà, nous, c'est des petites alliances de circonstances pour l'instant. Hein, le président, enfin je dis nous, le PDCI, le président pour l'instant n'a pas signé d'accord particulier. Mais le PDCI et le PPACI ne sont pas fait la guerre. Ils ne se sont jamais fait la guerre. Donc c'est moins choquant. Voilà, le symbolisme est très important. Je vais réagir. Allez-y, Bon, après on va passer aux indépendants. Il faut observer un peu l'écosystème de la pratique politique en Côte d'Ivoire. Vous constaterez que depuis une trentaine d'années, nous sommes dans une sorte de déconstruction de la crédibilité de la pratique du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les alliances, c'est pas maintenant qu'elles ont commencé. Depuis les années 90, il y a eu des alliances qui ont surpris des gens, des désalliances. On est encore dans le même cheminement. Quand vous écoutez les explications du FPI et du RADP par rapport à ce partenariat, quand vous regardez le préambule qui préside à cet accord, on est en termes d'efficacité dans l'incantation, réconciliation, la paix. Mais c'est des choses qu'on dit depuis 10 ans, on est dedans. Le chef de l'État a pris des mesures extrêmement fortes pour impulser le mouvement. Donc ce n'est pas un partenariat qui va avoir un effet, j'allais dire, concret sur le processus de réconciliation. C'est de l'incantation. Première chose. La deuxième chose, c'est que en 2020, on a vécu quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont perdus. Ils ne savent plus à quel type de politiciens ils ont affaire. Des gens qui peuvent s'arrêter à gauche et crier, à la limite même demander que les gens aillent se faire assassiner. Et puis 2 jours plus tard, ils reviennent ravaler leurs propos, et bien ils reviennent dans la paix, comme si de rien n'était. On passe en perte et profit tous les morts, et on revient dans la machine pour venir parler à cause des Ivoiriens. Mais on est en train de construire un système dans lequel les Ivoiriens ne se reconnaissent plus. Donc il faut recréer la politique en Côte d'Ivoire. Il faut que les acteurs politiques ivoiriens comprennent que leur façon de faire la politique a fait que les Ivoiriens de plus en plus se décrochent du jeu politique. Quand on fait les enrôlements, mais que malgré tous les discours qu'on fait, malgré tous les appels qu'on fait, les Ivoiriens ne se mobilisent pas. Parce qu'ils se disent qu'au final, c'est le même système. D'ailleurs, on est dans le même environnement crispé qui nous prépare déjà au cheminement qui va nous conduire en 2025 dans les mêmes palabres. Donc, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, tout tremble, mais rien ne change. C'est le même processus qui recommence. Les gens vont venir se tuer. Après, on va reprendre encore. Les gens sont fatigués. Il faut y mettre fin. Il faut changer tout ça. Bien, justement, je vais réagir par rapport aux 2 et 6, et puis à Salé. Par rapport à et 6, il parle de symbolisme. Mais le PDCI, bon, je sais qu'il n'est pas là entièrement au nom du PDCI, mais sinon le PDCI n'a pas de leçon à faire à quelqu'un en Côte d'Ivoire ici, en termes de symbolisme. En 2005, ceux qui étaient dans le ventre du RADP, jusqu'à 2015, ils ont même sacrifié leur candidature. Ils n'étaient pas dans le ventre du RHDP. Ils ont créé le RHDP. Au profit d'un appel hypothétique qui a accouché de quoi? D'une séparation en 2018. C'est ça qu'il s'agit. Bon, les incantations, oui, il faut faire des incantations. Parce que ce que nous vivons en Côte d'Ivoire n'est pas différent de ce qu'on vit en Europe ou en Amérique, etc., etc. Vous connaissez les différentes guerres mondiales. S'il n'y a pas de rapprochement entre les ennemis et les amis d'hier, le monde n'avancerait pas. Qui aurait pu croire que l'Allemagne et la France vont être ensemble? Jusqu'en 1989, il y avait encore un mur. Le drapeau du Japon, c'est du blanc avec un rouge. Avec, comment on appelle cela, la bombe de Hiroshima et Nagasaki. Mais malgré tout cela, ils se sont contenus, il y a eu de la résilience et aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas de l'incantation. La preuve, depuis le début de l'annonce du contentieux, qu'est-ce qui se passe? On entend, on a les soubresauts de la violence. Justement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Justement. Ça veut dire que la réconciliation, même si on la chante, ce n'est pas de trop. Monsieur, j'aimerais, parce que ce sont les questions des téléspectateurs. Non, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur les indépendants. Non, juste dire à M. Kra que son exemple est impitoyable. L'Europe a tiré les leçons de la guerre.
Ils ont pris des décisions pour ne pas reprendre encore ce qui s'est passé. On est en train de mais tirer en Côte d'Ivoire, quelles sont les leçons qu'on a tirées de tout ce qu'on a vécu? Il n'y a aucune leçon qu'on a tirée. On est dans les mêmes pratiques, le même processus, c'est un éternel recommencement. Les mêmes germes s'installent petit à petit sous nos yeux et on va aller en 2025 avec les mêmes germes, pour une même explosion. Rien qui change. Messieurs, j'aimerais qu'on s'attarde sur les indépendants à la suite de cet élément d'Ahmed Traoré. Les candidats indépendants. L'actualité ivoirienne reste dominée par les préparatifs des prochaines élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Une nouvelle fois, les partis politiques s'affronteront pour rafler le maximum de sièges possibles. Pourtant, des contestations se font sentir au sein même des formations politiques. Nombreux sont les candidats qui se sont vus recalés alors qu'ils espéraient défendre les couleurs de leur parti lors des échéances électorales à venir. D'où leur obstination à vouloir coûte que coûte être candidat indépendant. Ils constituent l'essentiel des prétendants pour ces élections qui se dérouleront dans 31 régions et 200 communes. Il faut partir du principe qu'il y a deux grands types d'indépendants. Il y a des indépendants que j'appelle indépendants, c'est-à-dire qui prennent l'initiative eux-mêmes, ils croient en leur projet et ils se présentent sans le soutien, sans la caution de partis politiques. Et il y a la catégorie des indépendants issus des partis politiques. Dans cette catégorie, il y a encore deux sous-parties. Il y a des indépendants frustrés et il y a des indépendants tolérés. J'appelle indépendants tolérés certains indépendants qui sont suscités dans les partis politiques par des clans. Parce qu'il faut savoir que dans tout parti politique, dans toute grande organisation, il y a une guerre d'influence, il y a une guerre de clans qui se joue autour du chef. Chacun veut avoir ses députés, chacun veut avoir ses maires pour montrer au chef qu'il pèse dans le parti. Dans un pays dont la vie politique est très structurée par les partis, difficile d'imaginer qu'ils puissent dévancer les grandes formations que sont le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le Front populaire ivoirien FPI ou le Parti des peuples africains, PPACI. Il y a certains candidats qui estiment qu'ils n'ont pas été choisis, non pas parce qu'ils n'ont pas l'onction populaire, mais parce qu'ils ont été justement soutenus par des clans dans le parti ou par des gourous dans le parti. Et donc ils estiment qu'ils ont la base avec eux et qu'ils sont frustrés de ce soutien de cette base. Ce sont ces indépendants-là qui acceptent difficilement la décision du parti et qui décident d'y aller. Évidemment, le danger, c'est que c'est le parti qui est en difficulté. Parce que lorsque le parti joue sa crédibilité en choisissant un candidat, le parti est presque sûr que ce candidat va remporter cette élection. Le RHDP a déployé la quasi-totalité du gouvernement. Le PDCI est solidement implanté depuis des décennies dans de nombreuses circonscriptions. Le PPACI a fait revenir ses barons dans plusieurs de leurs régions, idem pour le FPI. Toutefois, il n'est pas exclu que ces candidats indépendants puissent à nouveau créer la surprise lors de ce scrutin à un tour. Dans certaines zones, ils peuvent même être candidats très sérieux, capables de concurrencer les représentants des grands partis. Alors, c'est un tour de table. Pour quelles raisons, finalement, les membres des partis refusent de respecter les consignes ou le choix des partis? Certains nous parlent de manque de démocratie interne. Est-ce le cas? Quelles sont les raisons avancées, à votre connaissance? Généralement, les raisons qui sont avancées tournent autour du mode de désignation qui est mis en jeu pour pouvoir identifier les candidats. Généralement, c'est la principale raison qui est avancée. D'accord. Le plus souvent, c'est l'ego. Ah. C'est l'ego. Parce que quand vous acceptez les règles du parti, en aucun moment, vous devez vous solidariser des résultats d'une discussion alors que vous êtes intégré dans cette discussion. Donc, de plus en plus, il y a un problème de culture démocratique. Donc, les gens ou certains ne veulent pas se soumettre aux normes démocratiques. Voilà. Et dans ces conditions, nous avons des solutions pour ceux-là. Lesquels? Pour ceux qui sont des indépendants comme Assalé, je les respecte. Bravo. Parce que ce sont des indépendants, je ne dirais pas indépendants, mais des indépendants autonomes. Mais des indépendants issus des
belligérance des partis politiques, ces gens d'indépendants-là, il faut les sanctionner. Ceux-là, on les qualifie de transhumants politiques. Mais comment on les sanctionne? Vous les radiez? Oui, il faut prendre une disposition, et Assalé l'a dit, légiférer sur la question. Et si nous disait que la question du droit, oui, non, c'est Assalé. Candidater, c'est de droit. Mais ça ne veut pas dire qu'on y va à toutes les conditions. Donc, il faut qu'on balise. Et je crois qu'au Bénin, c'est balisé. Si tu es élu sur une bannière, tu restes sous la bannière. Le jour où tu veux changer, tu laisses le poste. Et on s'en va renouveler le mandat. C'est tout. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Alors, on va prendre des cas précis. Je vais prendre juste pour exemple la commune de Cocody, peut-être parce que aussi nous sommes réunis ici à Cocody. Et c'est vrai que ce cas est particulièrement intéressant puisque on a donc Yasmina Ouénian, membre du PDCI, qui brigue la mairie en tant qu'indépendante face à M. Yassé, maire sortant, membre du PDC aussi. Comment vous expliquez cet imbroglio? Surtout que vous nous disiez qu'il y avait des primaires au sein de votre parti. Ça n'a pas tranché, les primaires n'ont pas tranché pour ce cas-là, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Non, alors, il faut bien préciser, j'ai pas dit... Alors, attention, encore une fois, je pose la question de manière ouverte. Et je rappelle que le PDCI, qui n'a pas répondu favorablement à l'invitation, aurait pu répondre précisément à ces questions. Il a fait une communication dessus. Alors, il faut préciser quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il y a eu des primaires au PDCI. Je dis qu'il y a des primaires qui sont prévues dans nos statuts. Article 95 de nos statuts. Mais je veux revenir pour... aboutir sur le cas de Cocody, sur le cas des indépendants. Effectivement, selon moi en tout cas, il y a 3 types d'indépendants. Il y a les indépendants naturels. Monsieur Assalé Diemoko. Naturellement, il est indépendant. Il est autonome, il y va. S'il gagne, en plus, il a fait mieux que beaucoup de gens, parce qu'il y en a qui sont indépendants naturels, mais quand ils gagnent, ils écoutent le son des sirènes, ils vont à gauche, à droite. Pour l'instant, il est toujours au milieu. Ça, c'est les indépendants naturels. Il peut faire plusieurs mandats comme ça. Jusqu'à ce qu'il bascule, hein, parce que bon, le pouvoir aussi de l'argent... Ça, c'est pas évident. Après, on a des indépendants motivés. Ils peuvent être motivés par les gens du parti, parce qu'il y a des courants, comme ce que votre élément à la télé tout à l'heure nous montrait, mais il y a également des indépendants qui peuvent être motivés par l'adversaire. Et là, c'est très stratégique par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire tout sauf... C'est-à-dire qu'il peut y avoir des adversaires qui créent des candidatures indépendantes au sein du parti d'en face, qui ont des moyens. Ça, c'est possible. Hein. Et ensuite, il y a les indépendants frustrés. Alors là, on arrive sur le cas de Cocody. On est frustré pourquoi? On est frustré pour plusieurs choses. Soit parce qu'on n'a pas été choisi. Alors on n'a pas été choisi parce que le consensus... est tombé sur une autre personne. On est frustré. Mais on est frustré également parce qu'on n'a pas respecté les textes. Parce qu'on a des textes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'article 95 qui demandait les primaires. Primaires, si jamais il n'y a pas de consensus. Donc quand tu te rends compte que toi, il n'y a pas de consensus dans ta commune, qu'on n'a pas suscité de primaire et qu'on ne t'a pas choisi, tu as l'occasion d'être frustré. Ça, c'est tout à fait normal. Pour le cas de Cocody, le maire Yassé est un maire qui a eu un bilan sans tâche, hein, puisqu'il a déroulé son bilan qui est tout à fait propre. Donc c'est tout à fait naturel qu'il soit reconduit. Il a des soucis de gestion des ressources humaines, mais est-ce qu'on ne reconduit pas un maire parce qu'il a des soucis de ressources humaines? Je ne sais pas. Moi, j'ai conseillé pour un maire qui a des problèmes de ressources humaines de s'approcher des personnes avec qui il avait des soucis, pour dialoguer, pour essayer de voir comment ça se passe. Mais on reconduit un maire qui a fait un bilan correct. Maintenant, en face, nous avons une candidate qui est aimée de la population de Cocody, qui est très intelligente, qui est jeune, qui est même présidentiable à 43, 44 ans, qui a tout l'avenir devant elle, mais qui est victime du non-respect des textes. Donc, à ce niveau, il faut avoir une grande réflexion dans l'entourage de la candidate. Il faut que, dans l'entourage de la candidate, on fasse le poids entre jouer au poker, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Si ça passe, c'est magnifique.
Si ça casse, c'est une carrière que tu peux mettre en péril. Ou alors montrer une âme, militante, en disant « Ok, j'ai été frustré, les textes n'ont pas été respectés et compagnie, mais pour finir, je respecte la décision du parti et je me range derrière celui qui a été choisi et je me prépare pour 2028. » Vous savez, et je termine dessus, tant que les dossiers n'ont pas été déposés à la CEI, l'espoir est toujours là. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce qu'une candidate indépendante a dit qu'elle serait candidate pour Cocody que les choses ne peuvent pas changer. Voilà. Et moi, j'ai foi que dans ce parti-là, beaucoup de choses s'arrangeront, et également à Yopougon. Alors, si vous permettez, j'aimerais rebondir sur cette question justement des candidatures indépendantes comme celle de Cocody. Moi, j'ai envie de généraliser. En fait, la question de candidature indépendante, quand on reste au sein du parti politique, pour moi, je ne le comprends pas. Parce que chaque parti politique a des textes. Et quand on accepte volontairement d'adhérer à un parti politique, ça veut dire qu'on accepte de se conformer aux règles internes de ce parti politique. Et elle connaît les règles internes. Ben, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de m'attarder sur un exemple précis, mais j'ai plutôt envie de généraliser. Pour ma part, je pense que c'est, à un moment donné, lorsque nous sommes dans un tiraillement comme ça, qui peut emmener le parti à perdre le siège, qu'est-ce qui doit primer ? Est-ce que c'est l'intérêt du parti qui doit primer ou est-ce que c'est notre promotion interne qui doit primer? À partir d'un moment, je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. Et cette responsabilité devrait emmener des personnes qui se retrouvent dans ce cas d'espèce à dire l'intérêt du parti prime sur mon intérêt personnel et se retirer pour donner toutes les chances au parti politique de remporter le siège dans Mais on est quand même d'accord que la politique, c'est aussi des ambitions personnelles pour tout un chacun. Mais justement, voilà. je vous prends au mot. Ce sont des ambitions personnelles. Mais à partir de ce moment, on rend le tablier. On ne reste pas à l'intérieur du parti pour risquer de faire perdre le parti. Pourquoi pour vous, on est un pied dedans, un pied dehors quand on a ce genre de posture politique? Oui, on a un politique. Pied dedans, un pied dehors. Et ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le risque de faire perdre le siège au parti. Quand on reste à l'intérieur, on se conforme aux règles. Quand on n'est pas content, on estime que les règles, on n'a pas envie de les respecter pour telle ou telle raison, on part. C'est-à-dire, on rend officiellement le tablier, on part et on se présente à une élection. Sinon, ça crée la confusion dans l'esprit même des électeurs. Imaginez-vous que finalement, un consensus n'est pas trouvé et que les deux candidats partent aux élections. Ce qui se passe, c'est que c'est sur la même base électorale que les deux vont jouer. Et dans l'esprit des électeurs, parfois, ils ne savent plus trop où aller. Alors, quand c'est comme ça, au vu au su de tout le monde, le tablier, il est rendu, on sait qu'on part en indépendant, et puis ben, on y va. Juste, mais oui, le problème... Effectivement, c'est une question... Juste rebondir sur ce que la dame a dit, c'est important, c'est rapide. Allez, laissez-le... Allez. Sur responsabilité, comme il l'a dit, pardon, c'est une question de responsabilité. Nous sommes dans un processus de démocratisation de notre pays. Et cette démocratie plurielle, pour ne pas dire pluraliste, se fait avec plusieurs parties prenantes au processus électoral, dont les partis politiques. Et c'est les partis politiques qui ont vocation à aller conquérir le pouvoir pour gérer le pouvoir. Si vous êtes dans un parti politique et qu'au moment du choix, le choix ne coïncide pas avec toi, ça peut être bon ou mauvais, mais ça ne devrait pas t'amener, pour une question de conscience et une question de culture, à se désolidariser de la règle générale du parti. Parce qu'un parti politique, c'est d'abord l'image du parti, avant l'image des individus. Si vous pensez que c'est votre image qu'il faut promouvoir, vous faites comme M. Assalé. Et vous venez à Cocody, vous venez par votre personnalité conquérir le cœur des comment on appelle cela, des populations de Cocody. Mais quand vous venez vraiment comme sous l'étiquette de PDCI, sous l'étiquette de neutre, bon, ainsi de suite, ça mélange les gens et je pense que c'est pas bon. Voilà, je voulais juste préciser quelque chose de très clair. Les propos de madame sont excellents à la fin des propos. Le parti doit être vraiment comment dire ça, la boussole. C'est le parti que nous devons privilégier.
Maintenant, quant à rendre son tablier et partir quand on n'est pas d'accord avec les textes, ce n'est pas tout à fait le cas de la candidate de Cocody. La candidate de Cocody dit clairement que les textes du parti n'ont pas été respectés. Voilà le cas, voilà le problème. Moi, je demande à la candidate de Cocody d'aller au-dessus de sa frustration. Parce que c'est une candidate qui a été frustrée puisque les textes de son parti n'ont pas été appliqués. Mais monsieur Essoessi, vous l'avez dit vous-même, vous avez à la tête de ces deux partis, à savoir le RHDP et le PDCI, quand même un actuel chef d'État, un ancien chef d'État. Et ils ont un pouvoir visiblement discrétionnaire qui ne se discute pas. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'elle doit se est-ce qu'il n'a pas, le président, il n'a pas décidé de jouir de ce pouvoir discrétionnaire et de faire fi de ce... Mais justement, c'est pour répondre à ce problème, pour dire non, ne jetons pas la pierre à la dame, parce que la dame en question, elle se plaint de ce que les textes n'ont pas été respectés. Maintenant, vous avez entièrement raison, le président a un pouvoir discrétionnaire, il a donné son dernier mot, il faut passer au-dessus de sa frustration. Voilà ce que je dis. Mais il semble avoir des conciliabules. C'est vrai qu'on a parlé de Cocody, je le dis encore une fois, c'est... Pour ma part, par simplicité, puisque nous y sommes, mais il y a plusieurs localités où les choses sont encore en discussion. Assalé Timoko, il y a une question pour vous de Monsieur Nouval en Côte d'Ivoire. Ma question s'adresse donc particulièrement à l'honorable Assalé Timoko. Comment fait-on pour demeurer candidat indépendant et pensez-vous l'être toujours? Il n'y a pas de secret particulier. Je suis indépendant, il va basculer, autonome, et il n'y a aucune raison que je bascule dans un parti politique. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, et ça c'est quelque chose que j'affirme avec beaucoup de fermeté, il n'y a aucune discrimination dans la répartition des ressources de l'État par rapport aux collectivités, qu'on soit PDCI, PPACI ou bien indépendant, il n'y a aucune discrimination. Donc, par conséquent, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'irai dans un parti politique à partir du moment où le budget que je conçois, qui est approuvé par le gouvernement, par la tutelle, est intégralement appliqué et les ressources y contenues viennent intégralement. Donc, qu'est-ce qui peut me pousser à aller dans un parti politique au motif que j'ai besoin de ressources? C'est pas vrai. Donc, je suis indépendant et je resterai indépendant. Alors, voilà. Vous allez nous aider peut-être à combattre des idées reçues. Les gens pensent que ne pas appartenir à un appareil politique, c'est rencontrer beaucoup de difficultés, de contraintes, parce que c'est quand même une machine. Une élection, c'est une bataille, et le parti politique, ce sont les soldats. Donc, vous n'avez pas plus de difficultés? Non, moi je pense que d'accord, c'est bon de savoir. Tout est d'abord une question de leadership. Parce qu'on soulève les gens, on les met dans le jeu politique parce que bon, ils ont des ressources, bien ils sont dans un parti politique, mais ils n'ont aucun leadership. Donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait pourquoi il s'est engagé en politique, il n'a pas à s'embarrasser de toutes ces considérations. C'est un mensonge de faire croire que quand on est RADP, on a plus de moyens pour travailler dans une mairie. C'est pas vrai. C'est pas ce que disent. C'est pas ce que non. Pour battre campagne, je parle pas. Non, je parle pas. Non, on parle pas de la prise de fonction. Pour battre campagne. Le discours selon lequel, pour pouvoir diriger une collectivité, il faut que tu sois avec le parti au pouvoir parce que c'est eux qui donnent les ressources. Et donc, quand vous n'êtes pas un candidat du parti au pouvoir, vous ne pouvez pas avoir d'argent pour travailler. C'est d'ailleurs ce discours qu'on sème dans la population pour dire votez nos candidats, nous parce que nous sommes au pouvoir. Si vous avez une route à faire, c'est ce qu'on fait. Mais c'est un discours totalement faux. L'État ne met pas les ressources à la disposition des cadres du RADP parce qu'ils sont RADP. Il y a les règles de gestion des finances publiques que personne ne peut distraire. Un cadre d'un parti politique peut avoir ses relations personnelles. Et par conséquent, par rapport à ça, peut avoir des ressources qui n'ont rien à voir avec ce que l'État fait. Mais dans la gestion des ressources publiques, il n'y a aucune discrimination entre un maire PDCI, un maire RADP et un maire indépendant. D'ailleurs, le bilan du maire de Salé, il est largement supérieur au bilan de plusieurs cadres du RADP. Donc, pourquoi est-ce qu'on va dire que comme on est RADP, on a plus de moyens? Ce n'est pas vrai. Donc, c'est ce qu'il fallait qu'on précise. C'est très bien de le dire. Quand même que le maire de Tia-Salé a beaucoup de chance, puisque c'est vrai que dans sa ville, il est tranquille. Mais qui irait embêter un maire qui est à la fois, homme public, journaliste, analyste politique, qui fait des reportages, mais on ne veut pas l'embêter. Nous avons des cadres RHDP qui ont été clairs. Monsieur Assaouri Konan, DG du Trésor, mais il a dit clairement aux populations de l'IFU, si jamais les routes ne sont pas faites chez vous, c'est parce que vous vous êtes trompé de candidat il y a 5 ans. Donc maintenant, là, réfléchissez bien, choisissez-moi,
enfin, choisissez en tout cas quelqu'un du RHDP, vos routes seront faites. Ouais, monsieur, Voilà. je vais vous rassurer. Bon, alors, ça, c'est purement un discours politique. Alors, bien sûr. Qui n'a peut-être une application. Je vois que ça veut réagir. Quand on s'adresse à des militants, de base, mais eux, ils entendent ça. J'ai envie de réagir là-dessus. Je suis heureuse que M. Assalé Tiemoko, qui est député maire de sa commune, soit en train de témoigner de ce que les ressources sont équitablement reparties selon les règles de gestion Tout à du fait. budget de l'État. Il n'y a pas du favoritisme. Non, mais on s'en sert pour la campagne. C'est important de le dire. On s'en sert pour la campagne. Le cas C'est ça qui d'espèce n'est pas que bien. vous venez de prendre, je pense que les gens jouent sur la naïveté de la base. C'est ça. Des militants. Ils jouent sur les sentiments des militants à ce niveau. Mais il n'en est rien. Ce sont des discours de campagne, juste envie de dire. Mais c'est malheureux d'utiliser ces discours de campagne. Non, En bien pour cela, je voulais dire que quand on parle de corruption, là, ce n'est pas l'argent seulement. C'est d'utiliser les idées d'autres personnes ou l'image d'autres personnes pour corrompre ou pour atteindre son but. Tout à fait. Et tous ceux qui sont dans ce discours-là ou dans cette logique sont dans une voie de corruption. Mais ce qu'on peut faire, à contrario, c'est qu'avec l'Assemblée nationale, on cherche à améliorer les revenus des collectivités. Et c'est possible. C'est tout. Quand vous allez à l'UEMOA, je crois que nous avons le barème de 20%. Oui. Et la Côte d'Ivoire se trouve, je crois, à 3%. À moins de 3%. À moins de 3%. Voilà le problème. Je comprends. On va demander aux populations, finalement, quelles sont les causes et les conséquences de ces candidatures indépendantes issues des rangs des partis politiques. Et puis, ça sera le dernier chapitre de l'émission. C'est au micro d'Achille Guédreau. Il faudrait mettre une discipline de telle sorte que, quel que soit le choix du parti, personne d'autre ne sorte en dehors de cela. Parce qu'il va pour la survie du parti. Ça, c'est un. De deux, les primaires qu'ils organisent au sein des partis, je pense que ça mesure le poids au moins de chacun. Maintenant, si pendant les primaires, vous voyez que le candidat choisi par le parti ne fait pas le poids par rapport à l'ancien candidat ou celui que la population estime, automatiquement, vous prenez celui que la population estime. Je pense que le problème est très simple. Pour éviter les cas d'indiscipline au sein des partis, il faut consulter la population, il faut avoir l'avis de la population. Puisque le candidat qui doit être élu, c'est pour la population, il doit travailler pour la population. Donc quand la majorité est d'accord avec, le parti sera obligé de choisir, de prendre ce que le peuple veut, ou bien ce que la population demande. La solution que moi je propose, c'est que peut-être ils puissent fédérer les énergies au sein des partis pour trouver un candidat, si je peux dire, unique, qui peut aller défendre les couleurs des partis. Voilà, parce que c'est ça aussi, vraiment aller aux élections. Il faut qu'il y ait la cohésion depuis les partis politiques afin que ça puisse réjaillir sur le processus électoral. Selon moi, il faut radier ces éventuels indépendants parce que ça divise les partis. Et ça fait que aussi dans un parti politique, les gens ne peuvent pas s'entendre. Quand c'est comme ça, là, ça ne peut pas évoluer. Donc il faut les radier pour que les autres qui vont voir ça, là, eux aussi, ils puissent prendre conscience. Alors, on est en plein dans le sujet avec ces propos recueillis pour cette émission. Et j'en profite pour ajouter une question de Cissé Sourou en Côte d'Ivoire qui dit « Quelles sanctions réservées à un cadre d'un parti politique et qui soutient un indépendant ?» Pareil, quelles sont les sanctions à envisager dans ce cadre-là, par exemple au sein du RHDP? Alors, déjà, j'ai d'abord envie de réagir sur l'élément, si vous Bien sûr. Parce que ce que j'ai entendu comme solution proposée par les populations, j'ai entendu parler de primaire, j'ai entendu également parler de prendre la vie des populations qui décident au final. Donc, ça ramène toujours à cette même question de primaire. Mais j'ai aussi envie de dire que pour moi, comparaison n'est pas forcément raison. Parce qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, il y a des conditions qui président à l'organisation d'élections primaires. C'est d'abord ce qu'on appelait les listes électorales internes. Donc le recensement de la base militante. Et c'est un travail qui est un travail colossal, qui est un travail qui demande également des moyens. Et avec tous ces éléments, je pense qu'on ne peut pas dire de bout en bout comme ça, on part aux primaires pour aller aux primaires. Il faut d'abord que ce premier palier soit franchi. À partir du moment où ce premier palier est franchi, en ce moment, ce sont des questions qui peuvent être envisagées. Pour ce qui concerne le RHDP, en tout cas, nous avons engagé déjà le processus de recensement depuis l'année dernière, de notre base militante pour pouvoir avoir une base de données qui est fiable. À partir de ce moment-là, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure,
et les questions de primaire, ce sont des choses qu'on pourrait envisager. Pour les prochaines élections, pas celle-ci, on a compris que vous ne pouvez pas. Parce que nous sommes encore dans la phase de recensement qui n'est pas encore terminée. Mais j'ai également envie de vous dire qu'à notre niveau, nous n'avons pas tourné le dos à un processus démocratique. Tout à l'heure, je vous avais dit que pour la désignation des candidats aux municipales, nous avons mis en place un système qui est censitaire. Ça veut dire quoi? Nous sommes partis de ce que nous avons appelé un système de grands électeurs. Et ces grands électeurs, comme je vous ai dit tantôt, sont composés des secrétaires départementaux qui sont élus par la base. À côté de cela, nous avons également les élus de tout le département. C'est tout ce monde-là qui se met ensemble pour faire le choix. Et ça se fait par vote. À la majorité. C'est comme ça que nous, procédons pour pouvoir désigner ces candidats. Bien entendu, à partir du moment où nous pensons pouvoir avoir une base de fichiers électoraux interne qui est fiable, ce sont des questions que nous pourrons envisager. Donc on a compris, les primaires, c'est peut-être pour des élections futures. Ce qu'il faut reconnaître déjà, c'est que tout choix relève de l'arbitraire. Que ce soit primaire ou que ce soit consensus, on va aboutir toujours à un résultat arbitraire. Tout dépend maintenant de la culture démocratique de celui qui est exclu ou qui n'est pas exclu. Et ça doit reposer sur des principes. La transparence, l'équité, le droit des uns et des autres protégés. Si cela est fait et que c'est le parti qui est visé en premier plan, qui est notre objectif, aucune raison ne devrait justifier un cas d'indiscipline ou un cas d'indépendance. C'est pour ça que le Front populaire ivoirien, quand on le fait, vous êtes sanctionné. C'est quelle sanction? Vous êtes radié? C'est ce que demandait un des téléspectateurs. Vous n'êtes pas radié au premier abord. Vous êtes suspendu du parti. Et la radiation vient du Congrès. Vous êtes invité au Congrès pour venir vous expliquer pourquoi vous avez contrarié les choix du parti. Et c'est lorsque vous n'arrivez pas à convaincre, en ce moment-là, on vous intègre. Maintenant, si vous faites amende honorable, bon, en ce moment-là, on peut dire, bon, mais ce n'est pas pour récidiver. Donc, il y a des sanctions. Mais la solution, comme nous l'avons préconisé avec notre frère indépendant Assalé, c'est de légiférer pour déjà censurer, sanctionner ces éventuels indépendants et autoriser peut-être par d'autres canaux les vrais indépendants à pouvoir compétir. D'accord. Mais alors, est-ce que, hormis ce cas qui est bien expliqué sur le plan administratif, on a bien compris que si on veut quelque chose d'honnête, il faut faire ce recensement en amont dont vous parliez et pas juste faire des primaires comme cela. Mais on se demande en fait à quel moment un parti politique peut s'enquérir de la vie de ses militants. À quel moment, justement, où des administrés de la localité, parfois certains utilisent des sondages, parce qu'on parlait de bilan tout à l'heure. Là aussi, vous me parlez du bilan du maire de Cocody. Bon, je ne veux pas qu'on s'acharne sur cette commune, voilà, mais qu'est-ce que vous en savez, en fait, en tant que parti politique? Que les candidats sortants ont donné satisfaction, comment vous le savez? Qu'est-ce qui vous garantit? Monsieur Assalé, vous êtes candidat à votre propre succession. Qu'est-ce qui vous dit Katia Saleh, ils sont satisfaits, et à part la sanction des urnes, mais ça c'est après, c'est a posteriori, mais là en amont, qu'est-ce qui vous garantit que vous avez pu vous enquérir de leur... Écoutez, il y a ce qu'on appelle la gouvernance participative. Oui. Vous savez qu'en la matière, Katia Saleh est une ville pilote en matière de gouvernance participative, et d'ailleurs le maire Katia Saleh participe à plusieurs colloques pour... exposé sur le cas Katia Saleh. Là, on parle au Sénégal même pour cette question. Et donc, à Katia Saleh, la population n'est pas exclue de la gouvernance. Le budget de la mairie est conçu en liaison avec les populations sur un processus qui dure 6 mois. Donc, ils savent exactement, à toutes les étapes, ce que la mairie va faire. Et la plupart des projets qui sont réalisés sont l'émanation de la volonté directe de la population. Et tous les 6 mois, le maire de Katia Saleh fait un bilan. Ce qu'on appelle les journées de critique. Où toute la population est présente, pendant 4 heures, elle a droit à la parole. Et donc, quand vous faites un tel exercice, vous avez une sorte de feedback de ce que pense la population.
Et par conséquent, vos analyses ne sont pas forcément fausses quand vous dites que dans tel endroit, je pense que les populations sont satisfaites parce que le retour est direct. Alors, donc, quand on a un tel processus, forcément, on a une série de données qui permettent d'agir. Mais vous êtes peut-être un cas particulier. Ouais. Est-ce que c'est ce qui se passe Non, c'est pas ce qui se passe habituellement. Nous, on le fait. Alors, pour répondre à votre question, il y a quelque chose de très simple. Hein. Un maire qui a un maire sortant, il a un bilan. Voilà. Un maire sortant, il sort son bilan. Si son bilan est positif, c'est que globalement, ses concitoyens, ses administrés sont satisfaits de son travail. Mais pour revenir aux histoires de primaires et compagnie, le parti dont je suis proche, le PDCI, a cette organisation impressionnante. En tout cas, moi, je suis impressionné par cette organisation. On n'a pas de problème de mise à jour de base. Hein. Le collège électoral qui vote aux primaires, c'est le personnel politique du PDCI. Et nous avons un fichier à jour de tous les militants, de tout le personnel politique dans une base. Donc, il est très simple d'interroger le collège électoral pour faire des primaires. Nous avons les secrétaires de section, les présidents de comités de base, les délégués. Nous avons également les membres du bureau politique de la commune en question. On a même le grand conseil, le comité des sages et compagnie qui participent à des primaires. C'est écrit dans le règlement intérieur du PDCI, articles 126 et 127. Surtout l'article 127 qui explique le collège électoral en détail. Donc, nous n'avons pas ce problème de mise à jour des bases. Mais on peut comprendre que d'autres partis prennent le temps de rattraper l'organisation du PDCI. Donc techniquement, vous n'êtes pas au point, le RHDP, par rapport au PDCI? Je vais répondre. Nous savons tous que le RHDP est un nouveau parti. Partons de ce principe. Donc vous imaginez que c'est la fusion de plusieurs partis politiques. Exactement. Donc il y a des bases de données à croiser. Il y a des bases de données à éplucher. Il y a des bases de données à mettre à jour dans certaines régions. Donc c'est toute cette organisation que nous sommes en train de refaire. Donc c'est vraiment un travail fouillé que nous sommes en train de faire pour être sûr que tout le monde a été pris en compte. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est ce que je voulais préciser. Moi, j'interviens relativement au bilan. Si le bilan, c'est simple. Avant d'aller à la conquête du pouvoir, vous devez avoir une boussole. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour cette population? Qu'est-ce que la population elle-même souhaite? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir avoir des engagements vis-à-vis de cette population? Et c'est tout cela qui est résumé dans un paquet qu'on appelle offre politique. Donc, quand vous finissez chaque année, vous devez être capable de pouvoir faire le point. Au plan politique, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu faire avancer ma collectivité? Au plan économique, qu'est-ce que j'ai pu faire pour faire avancer ma collectivité? Au plan social, au plan culturel, ce sont tous ces aspects-là et qui doivent être visibles. Et à partir de là, toi-même là, tu es satisfait. Et les populations elles-mêmes là. Il y a un indicateur de légitimité. Quand tu arrives, c'est ça le bilan. Les gens apprennent depuis Abidjan que tu arrives déjà, ils sont sur la route des loups là-bas. On dit, monsieur le maire arrive. Monsieur, bon, allez, deux dernières questions. Déjà la première, puisque la liste dont on parle, la fameuse liste publiée par vos partis, c'est une liste provisoire, je le rappelle. Hein. C'est une liste provisoire. Elle doit être entérinée par la CEI. Ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que vous avez pris toutes les garanties pour éviter que certains dossiers soient rejetés? Vous êtes sûr que les 131 sur 131, que les 31 sur 31 candidats seront tous validés par la CEI? Ben, j'ai envie de vous dire que oui, sans hésitation. Parce que dans le processus de désignation des candidats en interne déjà, ces dossiers sont demandés et sont analysés. Donc on s'assure bien que les personnes qui sont candidats à la candidature remplissent déjà les conditions que la CEI demande dès la base. Donc à partir de ce moment, nous prenons toutes les dispositions au niveau du RHDP pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Voilà. Et vous, FPI, vous êtes aussi catégorique? Oui, ça fait partie des conditions de choix, les critères de choix. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir d'être en règle vis-à-vis de la commission électorale? Ça, c'est la première équation qu'il faut résoudre. Mais est-ce que vous déposez dossier ou c'est sur parole qu'ils vous disent qu'ils seront en capacité de le faire? Bon, d'abord c'est sur parole. Et nous les suivons, nous les encadrons. C'est pour ça que nous avons nos structures sur l'ensemble du territoire. Nous les interpellons pour faire le point avec eux. Et pour les élections locales,
c'est encore fastidieux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire le dossier d'une tête de liste, c'est de faire le dossier. Chaque conseiller est un candidat. Oui. Donc, la tête de liste a le même type de dossier que le dernier. Donc, si vous êtes 30, vous fournissez les mêmes 30 extraits, ainsi de suite, les mêmes éléments. Donc, vous pouvez à la fin, avoir des candidats qui ne seront plus sur la liste à cause de la décision de la CEI. À cause de la décision de la CEI, dans la mesure où si nos candidats ont fait preuve de légèreté, vous voyez, ou si au niveau de l'administration, il y a eu du laxisme où les gens n'ont pas été recevables, bon, ça peut agir sur le délai Alors, pardon, très rapidement, très je pense rapidement, que si vous permettez. la CEI a déjà indiqué qu'ils ont donné instruction à toutes les administrations, finances, ministère de la Justice, ministère de l'administration du territoire, afin de faciliter l'obtention des documents nécessaires. Alors, très rapidement, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est vrai que c'est une liste qui est présentée, mais ce qui se passe, c'est que la personne sur qui on met d'abord l'accent en termes d'éligibilité en interne, c'est la tête de liste. Parce qu'après, ça devient bien plus compliqué de pouvoir réexpliquer encore aux populations que finalement, ce n'est pas cette personne qui sera présentée, mais c'est une autre. Après, dans le reste de la liste, on a toujours le temps de regarder si quelqu'un ne répond pas aux critères, après de changer jusqu'à la date indiquée par la CEI pour déposer les dossiers. Il y a une disposition légale qui, si elle était mise en application, pourrait recaler plus de 60% des candidats désignés. Ah oui. Parce que pour la plupart, ils ont été candidats à l'élection en 2018. Et par conséquent, ils font partie des conseils municipaux. La loi dit qu'un conseiller municipal ne doit pas, au cours d'une année, manquer à plus de la moitié des réunions du conseil municipal. Celui qui a manqué à plus de la moitié des réunions du conseil municipal ne peut pas être candidat aux prochaines élections. Mais je peux vous garantir qu'ils sont des centaines de candidats qui ont été élus conseillers municipaux en 2018, mais qui n'ont jamais siégé. Lorsque vous faites un recours contre ces personnes-là, selon qu'ils sont de l'opposition ou bien du parti au pouvoir, il ne se passe rien en réalité. Et donc, tout ça participe de ce que le jeu politique en Côte d'Ivoire n'est pas assaini. C'est-à-dire que des individus qui n'ont aucune volonté de servir la population, parce qu'ils veulent occuper un poste, ils se font désigner candidats, mais quand ils ne gagnent pas, ils ne viennent plus accomplir les charges qui est celle du conseil municipal, qui est qu'ils doivent être aux réunions du conseil municipal. Ils ne viennent jamais, sur 5 ans. Et puis, 5 ans après, ils sont encore candidats, alors que la loi les écarte d'office. Mais quand on fait le recours au ministère de l'Intérieur, c'est jamais sanctionné. Et donc, tout ça fait que des gens se lèvent tous les jours, ils se présentent, mais quand ils ont perdu, ils disparaissent et ils réapparaissent dans 5 ans, alors que la loi leur interdit de faire ça. Je vous assure que si on fait un contrôle, il y a plus de 60% des candidats des partis politiques qui ne seront pas candidats. Et ça, il faut l'évoquer. Et dernier point, est-ce que vous êtes aussi sûr d'avoir les 30% de femmes sur les listes? Bien sûr, nous sommes assurés. Vous êtes assurés? Oui, bien sûr, nous sommes assurés. Quand on fait l'expérience sur les têtes de liste déjà, sur la trentaine de listes que nous avons 6 femmes. Sur 94 têtes de liste pour les municipales, nous avons 12 femmes. Donc, vous comprenez, si c'est à partir des listes seulement, à cette date-là, ça va être... Je crois que c'est les listes seulement. Mais comme c'est les listes, les femmes sont en train de se mobiliser afin de pouvoir faire en sorte que l'étape des têtes de liste passée, la composition des listes là, elle puisse figurer en bon et due forme. Et comme là-bas aussi, il y aura à prioriser les femmes, je pense que la mobilisation est de notre fait, la société civile aussi, parce que la société civile ne compétit pas. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette société civile-là et qui peuvent venir candidater avec les partis politiques. C'est déjà une expérience. Donc, c'est un appel que je lance aux femmes civiles et aux femmes. C'est noté. Est-ce que je peux... Allez-y, ça sera le mot de la fin. Très rapidement, quelque chose. C'est que ce que je voulais dire, Saleh Tiemoko a dit tout à l'heure que le jeu politique, c'est un peu de la comédie. J'ai envie de dire que non. Pourquoi? Parce que même au sein du RHDP,
Aux dernières élections de 2021, nous avons eu des candidatures indépendantes qui ont été validées par la CEI. C'est pour dire que si on faisait les choses comme les gens le pensent, on aurait pu dire à la CEI, débrouillez-vous pour que ces candidatures ne soient pas validées au risque de nous faire perdre. Mais non, il y a eu des candidatures indépendantes dans nos rangs et qui ont fait perdre des sièges dans certaines régions. Pour dire que les organes qui sont mis en place, quand même, essaient de travailler dans un certain fiabilité. Non, je ne parle pas de ça. J'ai dit qu'il y a une disposition sur les collectivités, une loi, alors le 2003 sur les collectivités qui dit que lorsque vous avez été élu conseiller municipal, vous avez l'obligation de siéger à toutes les réunions. Oui, ça, non, je pense que comme vous avez dit, le ministère de l'Intérieur ne sanctionne pas. Mais c'est eux qui prennent la décision. Voilà, mais c'est peut-être le lien qu'elle a fait. C'est en réponse à voilà, ça, j'avais très bien. Non, j'ai très bien compris. Voilà. Après, derrière, il y a un dernier élément, s'il vous permettez, c'est qu'au niveau des critères de choix qui prévalent au choix des candidats, ce qui se passe, c'est que nous avons des personnes qui ne participent pas à la vie du parti. Donc, j'ai envie de dire qu'ils viennent se présenter une année à une élection, ils sont indépendants. Quand ils n'ont pas gagné, ils partent. On ne les revoit plus. Ils ne participent à rien du tout en termes de vie du parti. Et puis, quand les élections arrivent à nouveau, ils viennent se représenter et font acte de candidature au sein du parti politique. Mais là aussi, c'est de la comédie parce que ce sont des éléments qui permettent également de faire le distinguo entre un militant qui est un candidat fiable et véritable et celui qui joue de la comédie. Un opportuniste, vous voulez dire. Un opportuniste, oui. Allez, ça sera le mot de la fin sans vouloir entacher la vie politique avec ce terme. Merci infiniment de votre participation déjà aux deux partis qui ont répondu présent, à savoir donc le RHDP et le FPI. Merci aux candidats indépendants. Comment ? Ce sont les partenaires. Ah oui, les nouveaux partenaires, comme il vient de dire. Merci à notre sociologue politique. Merci aussi aux équipes techniques et éditoriales qui ont pris part à la préparation de ce débat. Rédactrice en chef, Aboussiata Dosoka, à la réalisation Awa Sawadogo. Excellente soirée à tous. Merci.